Bonjour tout le monde et bienvenue. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Bienvenue à cette session. Nous sommes très heureuses de vous voir aujourd'hui. Et donc, c'est un événement qui devrait durer 1 heure et on va essayer de rester dans le temps imparti. Donc, on va commencer dès maintenant. Merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis différentes régions du monde pour ce lancement du rapport, euh, du rapport qui s'appelle Promouvoir le leadership des femmes dans le domaine des données et des connaissances sur la biodiversité, lancement donc virtuel de ce rapport du caucus des femmes de la CDB et de l'IIED, donc en collaboration. Et je voudrais vous donner quelques indications logistiques avant de commencer. On a l'interprétation qui est disponible en anglais, en espagnol et en français. La session est enregistrée parce que c'est une session publique et on espère pouvoir la partager ensuite avec toutes les personnes qui se sont enregistrées et qui n'ont peut-être pas pu nous rejoindre finalement. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez utiliser le chat et donc les collègues pourront y répondre au fur et à mesure de la session. On va aussi utiliser le Mentimeter à 2 reprises. Et donc, vous pouvez garder votre téléphone ou votre navigateur à disposition pour pouvoir participer, ce qui nous permettra de recueillir vos réflexions et de connaître votre intérêt à à différents moments de la session. On va organiser cette session comme suit. Donc, tout d'abord, on va avoir une présentation des principales conclusions du rapport et en savoir plus en détail sur le rapport. On va ensuite avoir les réflexions de 4 éminents leaders du domaine de la conservation qui vont partager leur point de vue sur ce rapport et son lien avec leur travail actuel. Et nous terminerons en vous invitant à participer à la prochaine phase de cette initiative, donc un processus d'apprentissage de formation entre pairs conçu pour faire progresser les données sur la biodiversité qui tiennent compte du genre. Et donc, je m'appelle Amélia Aréguin et je suis coordinatrice du caucus des femmes de la CDB. Et pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, le caucus des femmes de la CDB est un groupe de femmes au sein de la Convention sur la diversité biologique. Nous sommes une plateforme mondiale autogérée qui soutient les femmes et les filles dans toute leur diversité, y compris celles issues de peuples autochtones, des communautés locales et des communautés afrodescendantes, afin de défendre les droits et leur leadership dans les processus décisionnels liés à la biodiversité à tous les niveaux. Et c'est un plaisir de vous accueillir au lancement virtuel de notre rapport sur les résultats de notre recherche qui s'appelle donc Promouvoir la justice de genre dans les données et les politiques relatives à la biodiversité. Les femmes et les filles, dans toute leur diversité, jouent un rôle essentiel dans la conservation et la biodiversité. Cependant, la plupart des données existantes sur la biodiversité ne tiennent pas compte des questions de genre. Et donc, il en résulte des politiques qui ne reconnaissent pas les contributions des femmes, ne tiennent pas compte des impacts différenciés, ne respectent pas les droits et les systèmes de connaissances et, en fin de compte, affaiblissent la mise en œuvre du CMB de Kunming-Montréal. Et donc, on a mis en place ce processus avec un inventaire des besoins et des capacités, un processus de formation entre pairs et un rapport mondial sur les enseignements tirés. Et donc, dans la première phase, qui est intitulée Inventaire des besoins et des capacités, on a établi une compréhension euh, de base des besoins en termes de capacités et des opportunités au sein des organisations de femmes qui génèrent des données sur la biodiversité en tenant compte des questions de genre. On a eu une enquête mondiale lancée lors de réunions du SOBSTA 27 et du SB 8J à Panama, donc en octobre 2025, avec une enquête disponible en anglais, espagnol et français, et on a recueilli les réponses de 70 organisations basées dans 33 pays, principalement
du Sud global. Et à partir des réponses à ces données, on a produit le rapport de conclusion que nous publions aujourd'hui. Cette évaluation explore la manière dont les organisations dirigées par des femmes et des organisations communautaires génèrent et utilisent des données sur la biodiversité sensibles au genre, ainsi que les obstacles auxquels elles sont confrontées. Ces conclusions ont été partagées lors d'une conférence de presse et sont partagées aujourd'hui lors de cet événement de lancement. Et il faut bien noter que les conclusions vont informer les composantes suivantes de cette collaboration. Et avant de passer aux étapes suivantes, on veut prendre le temps de mieux comprendre et réfléchir ensemble sur les conclusions de ce rapport. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir d'inviter ma collègue Shruti Ajit, donc responsable du projet du caucus des femmes de la CDB, à nous présenter les principales conclusions du rapport, qui sont le fruit de cette première phase d'inventaire des besoins et des capacités. Et donc, Shruti, chère Shruti, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Amélia. Bonjour à tout le monde, où que vous soyez dans le monde actuellement. Je vous donne la bienvenue à cet événement de lancement du rapport. Et donc, au nom du caucus des femmes de la CDB, j'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement. Je vais aller droit au but. Aujourd'hui, la gouvernance de la biodiversité est de plus en plus axée sur les données. Les indicateurs déterminent les priorités, les mesures déterminent le financement, les modèles de reporting déterminent la visibilité. Et donc, les données sont synonymes de pouvoir. Et les questions que nous devons nous poser sont les suivantes. Qui détient le pouvoir? Qui produit les données qui façonnent la politique en matière de biodiversité? Et quelles connaissances sont systématiquement exclues? Notre évaluation remet en question un discours persistant et dominant selon lequel la gouvernance de la biodiversité souffre d'un manque de données sur le genre. Le problème n'est pas l'absence de données. Le problème est la marginalisation structurelle. Les demandes des organisations dirigées par des femmes ne sont pas euh, d'être incluses. Notre recherche montre que les organisations dirigées par des femmes et les organisations communautaires sont déjà profondément engagées dans toute la chaîne de valeur des données sur la biodiversité. 77% sont engagés dans la communication des données, 70% dans l'utilisation des données, 61% dans la collecte des données, 56% dans l'analyse des données. Et donc, ces chiffres remettent en question l'hypothèse selon laquelle les femmes sont des bénéficiaires passives de la politique en matière de biodiversité. Elles sont en réalité des productrices de données probantes, elles sont des analystes du changement. Elle documente en temps réel la dégradation et la résilience des écosystèmes. Et donc, elle documente, comme je disais, en temps réel la dégradation et la résilience des écosystèmes. Et pourtant, leur travail définit rarement les indicateurs nationaux ou alimente rarement les processus de reporting officiels. Et ce n'est pas une question de lacune technique, mais c'est un choix de gouvernance. Et notre évaluation montre aussi que les données probantes produites par les communautés sont une force politique. L'évaluation révèle que les données sur la biodiversité générées par les organisations dirigées par des femmes sont profondément ancrées dans les communautés. Les membres des communautés et les femmes leaders jouent un rôle central dans la collecte de données, 57%, l'utilisation des données, 43%, et la validation des données, 43%. Cela signifie que que les données générées reflètent les réalités vécues. Insécurité alimentaire liée à la perte de biodiversité, pénurie d'eau, charge des soins, déplacement et érosion de l'identité culturelle. Il ne s'agit pas d'informations secondaires, ce sont des informations essentielles pour comprendre l'évolution de la biodiversité. Pourtant, bien trop souvent, ces données sont considérées comme complémentaires, comme un contexte, plutôt que comme des données fondamentales. Et on voit comment les méthodologies reflètent la justice épistémique ici. Les méthodologies qualitatives et narratives dominent les pratiques en matière de données
sur la biodiversité gérée par les femmes. On voit des récits, des entretiens, de la documentation communautaire, de l'observation sur le terrain. Et ces approches sont centrées sur l'expérience vécue et les systèmes de connaissances autochtones. Mais trop souvent, ces méthodologies sont rejetées comme manquant de rigueur. Cependant, nous devons être honnêtes, le fait de privilégier certaines formes de données par rapport à d'autres reflète le déséquilibre historique de pouvoir dans les systèmes de connaissances. Lorsque 86% des organisations collectent des données sur le genre et l'inclusion sociale, parallèlement aux données sur la biodiversité, les données socio-économiques, juridiques et les connaissances autochtones, nous constatons un phénomène puissant, une compréhension intégrée de la gouvernance de la biodiversité de la part de ces organisations de femmes et des organisations communautaires. Ces organisations dirigées par les femmes ne séparent pas l'écologie de l'économie ni la biodiversité de la justice. Elles produisent des données probantes holistiques, car la perte de biodiversité est aussi vécue de manière holistique. Et donc, il nous faut comprendre que ces obstacles sont systémiques. L'évaluation est également claire quant aux contraintes structurelles. 86% des personnes interrogées ont identifié le financement limité comme leur principal obstacle. Plus de la moitié n'ont pas accès aux outils et aux technologies numériques. Près de la moitié d'entre elles font état de capacités techniques limitées et 51% identifient des lacunes fondamentales en matière de gestion des données et de culture numérique. Mais soyons clairs ici, il ne s'agit pas d'un manque de capacité des organisations locales. Il s'agit d'un échec des systèmes de financement et de la conception institutionnelle. La formation sans infrastructure ne permet pas de construire des systèmes. Le renforcement des capacités sans allocation de ressources ne crée pas d'équité. Attendre des organisations communautaires qu'elles contribuent aux rapports nationaux sans leur fournir les ressources nécessaires revient à les exploiter. Si la gouvernance de la biodiversité tire profit des données générées par les communautés, elle doit investir dans celles-ci. Le véritable obstacle ici, c'est la crédibilité et l'accès. La conclusion la plus politique de cette évaluation est la suivante. Le principal obstacle à un véritable impact des politiques n'est pas le manque de données, mais le manque de reconnaissance, d'accès et de crédibilité. Les données générées par les communautés sont souvent considérées comme informelles, anecdotiques ou insuffisamment techniques, mais cette perception reflète une définition étroite de l'expertise. Qui décide de ce qui est crédible actuellement, qui définit les indicateurs et qui contrôle les plateformes de reporting? Lorsque des organisations dirigées par des femmes génèrent des données probantes mais ne peuvent pas accéder aux forums politiques, le problème n'est pas méthodologique mais structurel. La gouvernance des données est une question de gouvernance. Si nous voulons sérieusement mettre en place une politique inclusive en matière de biodiversité, nous devons nous attaquer aux rapports de force inhérents à nos systèmes de données. La volonté est là, tout comme la nécessité de changer. Il est encourageant de constater que 96% des personnes interrogées ont exprimé un vif intérêt pour l'apprentissage entre pairs et le renforcement collectif des capacités. Cela indique quelque chose d'important. Les organisations dirigées par des femmes ne demandent pas à être intégrées, elles demandent un partenariat équitable, l'allocation de ressources et des voies structurelles pour exercer leur influence. Il existe une volonté réelle. Ce qui manque encore, c'est la réactivité des institutions. Que faut-il changer? Tout d'abord, la reconnaissance doit s'étendre aux organisations. Les systèmes de connaissances qualitatives, narratives et autochtones doivent être considérés comme des formes légitimes de données probantes relatives à la biodiversité et non comme des questions marginales. Deuxièmement, le financement doit changer. Il faut un financement direct, flexible et durable qui doit être accordé aux organisations dirigées par des femmes et aux organisations communautaires afin de soutenir leur système de données. Troisièmement, l'intégration doit être mise en œuvre. Des mécanismes clairs et accessibles doivent être créés pour que les données probantes générées par les communautés puissent éclairer les processus nationaux et mondiaux en matière de biodiversité. Sans ces changements, nous risquons de reproduire les inégalités au niveau même des systèmes conçus pour faire face à la crise écologique. Une dernière réflexion ici, la perte de biodiversité n'est pas neutre du point de vue du genre. Les systèmes de données ne sont pas neutres. Les structures de gouvernance ne sont pas neutres. Si nous continuons à privilégier les architectures de données centralisées et technokratiques sans nous préoccuper de savoir quelles connaissances
sont visibles et lesquelles sont invisibles, nous ne parviendrons pas à une gouvernance transformatrice de la biodiversité. Les organisations dirigées par les femmes font déjà le travail. Elles documentent le changement, elles proposent des solutions, elles mettent en place des réseaux d'apprentissage et de responsabilisation. La question n'est pas de savoir si elles sont prêtes, la question est de savoir si les systèmes de gouvernance de la biodiversité sont prêts à évoluer. Le lancement aujourd'hui ne consiste pas seulement à présenter un rapport, il s'agit d'un appel à repenser la gouvernance des données sur la biodiversité afin qu'elle soit inclusive, équitable et responsable. Il incombe désormais aux institutions et aux bailleurs de fonds et aux responsables politiques d'agir. Merci et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Shruti, pour cette présentation puissante. Je pense que tu nous as donné beaucoup de matière pour réfléchir et peut-être une façon de savoir si, si cela résonne pour vous. C'est donc de vous proposer de participer pardon, à ce mentimètre. Donc, je vous invite à scanner le QR code qui apparaît à l'écran et de nous dire si parmi ces conclusions, il y a une conclusion qui vous interpelle particulièrement. On vous demande de participer pour savoir ce qui résonne pour vous et on va euh, donc vous inviter ici euh, donc à nous répondre. Est-ce que c'est quelque chose par rapport aux structures, aux processus, aux narrations? Qu'est-ce qui, dans ce rapport, résonne pour vous? Vous pouvez nous le faire savoir grâce au mentimètre. Et si c'est possible, on peut afficher l'écran du mentimètre. Ce serait très utile afin de voir les réponses qui arrivent. Et donc, pour savoir ce qui résonne pour vous. Donc, on voit une réponse qui nous dit besoin d'un financement flexible et durable. Euh, D'autres choses qui sont présentes dans notre travail. Donc, effectivement, oui, ce manque de financement. Il y a des approches extractivistes des données, le besoin d'espace politique qui devrait s'ouvrir, la reconnaissance de la propriété des données, les structures de gouvernance qui ne sont pas inclusives. Il y a aussi beaucoup de travail qui est mené avec les communautés. Y a-t-il d'autres ici? La dominance du patriarcat dans les politiques de biodiversité, l'invisibilisation de des personnes qui sont à la base du changement, contribuer donc à la transformation, le renforcement des capacités pour les femmes. C'est l'un des points principaux du rapport. Effectivement, l'accès aux outils numériques, à la technologie, pour que euh, les femmes puissent les utiliser et apporter les données et leur expertise. Donc, j'espère que vous pourrez lire ce rapport parce que il apporte des réponses à ces questions et il est disponible en anglais, français et en espagnol. Et ça va effectivement l'importance d'améliorer donc, les
d'améliorer la reconnaissance des contributions des communautés, des organisations de femmes, l'accès à l'information, l- l'accès aux outils numériques. Et donc, on voit que ce rapport euh, résonne avec votre travail et que cela contribue à montrer effectivement que les conclusions font sens, qu'elles sont euh, valables, valides aux yeux donc du public qui est présent aujourd'hui. Et donc, nous vous invitons à continuer à contribuer aux prochaines étapes de ce processus. Et c'est maintenant le moment de passer au panel de discussion. Et juste un petit rappel du fait que nous avons 5 minutes 5 minutes par panéliste. Et donc, il faut nous assurer de respecter le temps imparti. Et j'espère que ça va nous permettre de pouvoir donc entendre les réflexions de nos différents panélistes. Et on va d'abord donner la parole à Keir Booth, donc, qui est gestionnaire de programme au sein du WCMC, du PNUE, donc du Programme des Nations Unies sur l'environnement. Et elle va nous expliquer la façon dont ce rapport est lié à son travail actuel, euh, et comment ces conclusions sont valides par rapport à ses observations. Merci beaucoup, Amélia. Euh, donc, une grande priorité de notre travail, c'est de nous impliquer auprès des gouvernements et des partenaires pour voir comment les politiques de la biodiversité sont mises en œuvre. Et donc, je voulais commenter la façon dont cela résonne avec notre travail. Et donc, récemment, nous avons fait un atelier du PNUE WCMC, du Forest People's Program, donc un atelier d'experts pour recueillir des informations sur la manière dont le suivi fondé sur les droits du CMBKM est abordé dans différents pays. Et au cours de cet atelier, on a pu entendre directement des organisations communautaires locales, autochtones et dirigées par des femmes, donc parler des systèmes avancés que ces organisations utilisent pour suivre les tendances en matière de biodiversité, de connaissances traditionnelles et de droits. Nous avons également entendu des partenaires gouvernementaux présenter leurs progrès et leurs projets en matière d'utilisation d'approches fondées sur les droits pour surveiller et rendre compte de leurs progrès dans la mise en œuvre du CMBKM. Les expériences, les défis et les opportunités décrits par les participants, participantes à l'atelier correspondaient bien aux conclusions du présent rapport. Et donc, dans le cadre de notre travail au PNUE WCMC, nous avons entendu des organisations locales et des gouvernements nationaux faire état de défis similaires. Par exemple, il existe de nombreux exemples positifs euh, d'organisations dirigées par des femmes, des communautés autochtones et locales qui utilisent des systèmes sophistiqués pour surveiller les tendances en matière de biodiversité à différentes échelles spatiales dans différents pays. Les participantes ont souligné que les systèmes communautaires de surveillance et d'information peuvent être très utiles aux gouvernements qui sont souvent confrontés à des défis liés à des données manquantes ou incomplètes pour la surveillance de la communication d'informations au niveau national.
Cependant, ils ont aussi souligné que dans de nombreux pays, ces données et ces connaissances ne sont actuellement pas reconnues ou utilisées au niveau gouvernemental, ce qui fait perdre une occasion de mobiliser les données de toutes les sources disponibles dans le cadre d'une approche globale de la société. Notre travail confirme également que si les données environnementales et sociales sont collectées au niveau national, souvent elles ne sont pas ventilées par genre, âge, origine ethnique et autres facteurs démographiques. Et sans données ventilées, il est difficile de voir comment les hommes et les femmes sont affectés différemment par les décisions environnementales, notamment quels sont leurs besoins, leurs vulnérabilités et leurs contributions spécifiques. Ces lacunes dans les données créent des lacunes dans les connaissances. Les gouvernements s'appuient sur des preuves pour prendre des décisions politiques éclairées. Mais si les gouvernements ne disposent pas de données ventilées pour constituer une base de connaissances, il est difficile de garantir que ces politiques auront des avantages équitables pour les femmes et les hommes. Il existe de bons exemples de gouvernements qui collaborent avec des acteurs non étatiques pour coproduire des données à des fins de suivi et de rapports sur le CMB de Kunming-Montréal. Et les discussions ont révélé que ces collaborations sont particulièrement utiles lorsque les gouvernements reconnaissent que les données autochtones et locales sont des sources de preuves valables et précieuses, lorsqu'ils fournissent un soutien technique, financier et en matière de capacité aux organisations pour qu'elles participent au processus de suivi, et lorsqu'ils appliquent les principes FAIR et CARE au partage, à l'utilisation et à la gouvernance des données. Et l'un des messages les plus importants que je souhaite transmettre ici, c'est que les approches de suivi fondées sur les droits ne concernent pas seulement ce que nous suivons, mais aussi la manière dont nous le faisons. Elles concernent les connaissances qui sont valorisées et les mesures pratiques, institutionnelles et financières mises en œuvre pour faciliter l'inclusion significative des femmes, des peuples autochtones, des communautés locales et des jeunes, ainsi que de leurs connaissances dans les processus de suivi. Le KMJDF, donc le CMB de Kunming-Montréal, indique clairement que les objectifs et les cibles adoptés par les gouvernements dans le cadre doivent être mis en œuvre, surveillés et communiqués selon une approche fondée sur les droits et qui tienne compte du genre. Cependant, comme le souligne ce rapport, le développement des connaissances et des capacités des gouvernements pour comprendre à quoi ressemble concrètement un suivi sensible au genre et fondé sur les droits n'est qu'une partie de la solution. Il est important que ces connaissances conduisent à un changement institutionnel au sein des gouvernements afin de garantir que les données et les connaissances des communautés soient intégrées dans les systèmes et les processus nationaux de suivi. Et donc, grâce à des projets au PNUE-WCMC, nous appelons à éviter ces systèmes extractivistes. Et donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ces remarques. Vous nous avez donné vraiment beaucoup de directives opérationnelles et j'espère que tout le monde euh, donc, aura pu entendre toutes ces conclusions. Merci beaucoup, Kéré, à nouveau. Et donc, on va maintenant passer à notre prochain orateur, Monsieur Wengue Nirongo, qui est spécialiste intergouvernemental sur l'environnement au niveau de ONU Femmes. Et donc, la parole est à vous et les questions sont les mêmes. Merci. Merci beaucoup, Amélia. Merci à toutes les collègues qui ont parlé avant moi. Et je pense que nous partageons nos sentiments et nos perspectives concernant cet excellent rapport qui nous est présenté aujourd'hui. Donc, je voudrais vraiment vous partager mes félicitations. C'est un rapport qui est très important pour ONU Femmes et qui est également essentiel pour refléter la réalité de centaines d'organisations du monde entier et qui donc proposent des données probantes et qui vont véritablement améliorer la qualité de notre travail. Il est tout à fait vrai que les organisations menées par des femmes, des communautés, génèrent déjà un très grand nombre de données.
qui tiennent compte donc de l'intégrité culturelle, de la confiance, de l'exactitude contextuelle. Et il s'agit notamment de méthodes qualitatives et narratives, des entretiens, des groupes de discussion et des récits qui reflètent avec force les réalités quotidiennes des femmes et des filles en première ligne de la gestion de la biodiversité. Et dans le même temps, le rapport met en évidence une tension structurelle importante, alors que les organisations excellent dans la collecte, dans l'analyse, l'utilisation et la communication des données, eh bien, seuls 37% des organisations travaillent à la gestion des données, ce qui crée un goulot d'étranglement systémique qui limite donc l'utilisation des données probantes. C'est une lacune critique que nous devons vraiment examiner plus en détail. Alors, une contribution particulièrement précieuse de ce travail, c'est pour moi la manière dont il présente des écosystèmes de données holistiques où les catégories de connaissances liées au genre, aux aspects socio-économiques, écologiques, juridiques, autochtones se recoupent. Nous pouvons voir ici 86% de collecte des données sur le genre et l'inclusion sociale, 50% qui collectent des connaissances traditionnelles et autochtones. Donc, ces ensembles de données reflètent l'interconnexion entre la biodiversité, les moyens de subsistance et les normes sociales, qui est une approche conforme aux demandes du cadre mondial en faveur d'un suivi inclusif. Cependant, les conclusions montrent clairement que le principal obstacle à une influence n'est pas l'absence de preuves, mais l'absence de reconnaissance et d'accès. Les données générées par les communautés restent sous-évaluées dans les espaces décisionnels nationaux et mondiaux. Euh, il y a un déficit de crédibilité que les institutions ont la responsabilité de combler activement. Donc, cela soulève une question importante à évaluer qui crée les conditions propices dans lesquelles les données gérées par les communautés deviennent centrales plus que périphériques. Les organisations communautaires qui collaborent avec les autorités locales, les institutions nationales qui intègrent des données communautaires dans les systèmes statistiques et les organismes internationaux comme la FAO, les mécanismes de la CDB, qui permettent d'intégrer les données locales dans les rapports nationaux. Nous devons donc faire en sorte que les rapports aillent en ce sens et nous devons créer une meilleure articulation. Alors, la chaîne de valeur concernant les données doit également faire l'objet d'une attention plus particulière. Il y a ce que nous appelons la chaîne de valeur des données sur le genre qui participe donc à la validation de certains systèmes de connaissances. Nous devons renforcer les systèmes de données qui intègrent le genre et donc nous devons les intégrer dans l'architecture méthodologique et ne pas les laisser un peu donc sur le côté. En 2021, j'ai co-rédigé un article avec le réseau mondial d'outils fonciers de ONU Habitat sur la manière de garantir que les chaînes de valeur des données soient conçues et mises en œuvre en intégrant le genre. Dans le secteur foncier, je me suis rendu compte que les principes sont très similaires d'un secteur à l'autre, ce qui est également reflété dans cette étude. J'étais encouragée de constater que 96% des personnes interrogées s'intéressaient à l'apprentissage entre pairs, ce qui indique que les organisations communautaires ne sont pas des bénéficiaires passifs de l'aide, mais plutôt des acteurs actifs, prêts à assumer un rôle de leadership. Et le défi est vraiment de concevoir des plateformes qui respectent le temps et les contraintes en matière de ressources et les systèmes de connaissances locaux. Il est aussi impressionnant de constater que les domaines thématiques couverts par les répondants couvrent un large éventail d'accords multilatéraux sur l'environnement. Cela est tout à fait essentiel, pas seulement pour faire progresser les synergies entre ces accords, mais aussi pour des raisons d'efficacité. Reconnaître des ensembles de solutions holistiques en réponse, ou en tout cas pour mettre en œuvre une action environnementale plus large.
Donc, ONU Femmes travaille dans ce domaine, faire progresser les synergies en matière de gestion des données dans le cadre des conventions de Rio. Et enfin, je tiens à souligner une idée subtile mais importante. Ces systèmes de données locaux existent parce qu'ils comblent des lacunes réelles en matière de ressources et de capacités et le font très souvent de manière beaucoup plus efficace que les mécanismes top-down. Notre tâche au niveau des politiques, des institutions, des bailleurs de fonds, ce n'est pas de remplacer ces systèmes, mais de les maintenir, de les amplifier, de les intégrer de manière à préserver l'appropriation par les communautés et l'intégrité culturelle. Et je suis ravie de vous dire qu'à ONUFA, nous allons intégrer ces données pour les disséminer dans notre travail. Donc, merci encore de votre invitation. Je suis ravie d'être ici et j'ai hâte d'entendre la suite de ce webinaire. Merci à vous, Wenke. Merci d'avoir souligné ces points clés, hein. Je ne vais pas faire un résumé, mais simplement reprendre quelques points que vous avez mentionnés concernant, par exemple, les données, hein, liées au genre. Ces données ne doivent pas être secondaires, mais elles doivent être centrales. Vous l'avez très bien dit et vous avez également mentionné le thème de la synergie. Lorsque l'on parle du genre, des données liées à la biodiversité, très souvent on parle donc de genre et environnement, mais on ne fait pas le lien, hein, avec d'autres éléments. Et très souvent, on se concentre sur l'agenda de la biodiversité, mais nous oublions de faire la connexion, hein, avec les aspects sociaux, économiques, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ce lien. Et je voudrais maintenant passer la parole à ma collègue Charlotte Claire, qui travaille donc pour le réseau Kestan, qui va également partager donc sa vision, hein, concernant les résultats de ce rapport. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous. Bienvenue, Charlotte. Merci beaucoup. Donc, je suis Charlotte, mais vous pouvez également m'appeler Lottie. Merci encore, hein, de votre invitation. Merci d'avoir rédigé ce rapport si clair, si accessible, un rapport vraiment important, hein, qui trouve un écho particulier auprès de notre travail local. Et donc, je suis ravie de représenter mes collègues et des chercheuses autochtones avec qui j'ai l'honneur de travailler. Malheureusement, elles n'ont pas pu être présentes ici aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux pour donc donner voix à leur travail. Alors, très brièvement, Kessan est une organisation qui est menée par des communautés. Nous travaillons à la reconnaissance des droits des peuples Karen, hein, au sud du Myanmar. Il y a donc un conflit très long dans notre contexte, des gouvernements successifs et donc un processus de plus de 75 ans, hein, autour donc des conflits. C'est un contexte très spécifique et nous avons beaucoup travaillé pour donc prioriser les communautés dont la gouvernance euh, foncière, la sécurité, la reconnaissance des droits, entre autres. Je sais que de nombreuses organisations menées par des femmes travaillent, hein, sur ces thèmes et regardent de manière holistique tout ce qui affecte la vie de ces peuples et communautés. Nous travaillons sur des territoires conservés par les communautés, donc cela concerne, hein, donc les aires de conservation de la faune sauvage, les forêts communautaires. Nous avons mené des recherches sur l'adaptation, l'atténuation, dont donc des groupes de femmes qui dirigent, hein, ces recherches pour faire le lien entre les connaissances locales et ce qu'on appelle la science universitaire. Donc, ce groupe de recherche de femmes a mené des recherches sur l'espèce ethnobotanique, les champignons, des orchidées, des amphibiens, et plus récemment sur les poissons de la partie supérieure de la rivière Bueloclo. Et ce rapport identifie des espèces potentiellement endémiques
Et le plus important pour moi, c'est comment ce rapport détaille les habitudes de reproduction de certains poissons qui dépendent des activités de la gestion humaine. Il s'agit d'une information très importante. Nous partagerons le lien dans le chat pour que vous puissiez lire ce rapport. Cela montre que les communautés autochtones Karen ont une richesse de connaissances très profonde qui vient de génération et de génération de preuves empiriques, observationnelles relatives à la biodiversité, aux écosystèmes, aux menaces également, euh, ainsi qu'au changement climatique. Alors en reconnaissant les systèmes de connaissances spécialisées, différenciées, que les femmes apportent à la gouvernance des ressources naturelles, montre l'importance des femmes en tant qu'agents clés du changement. Et lorsque je parle de connaissances spécialisées, eh bien, les femmes, parfois, ont beaucoup plus de connaissances que les hommes dans leur communauté parce qu'elles utilisent ces connaissances, elles sont responsables de la collecte des herbes médicinales, de la cuisine. Donc, c'est un puits de connaissances qui, avant, n'était pas du tout reconnu ni même documenté. Donc, les résultats de ces recherches sont très puissants. Et le fait également de faire ces recherches, c'est lorsque les femmes sont à la tête, eh bien, c'est toute la communauté qui est intégrée. Et les femmes intègrent pas seulement d'autres femmes, mais également les hommes. Elles permettent également de faire le lien entre les générations. Donc, lorsque nous parlons de femmes, nous parlons également de toute la communauté dans son ensemble. Donc, et les femmes autonomes sont mieux placées pour défendre la protection de leurs ressources naturelles en identifiant, par exemple, des espèces ou des écosystèmes clés, pas seulement depuis une perspective scientifique, mais aussi en intégrant la perspective culturelle, la signification culturelle et l'importance de pourquoi il est nécessaire de protéger ou de euh, faire le suivi de certaines espèces. Alors, nous avons par exemple identifié 143 espèces d'orchidées répertoriées. Nous avons pu voir que 77,5% d'entre elles sont classées comme menacées et endémiques par l'UICN, par la SUTES. Et en réponse, l'organisation de femmes a intensifié ses efforts pour faire respecter les politiques locales qui empêchent le transport de ces orchidées menacées. Donc, ces efforts ont eu un impact direct donc face à ce commerce interdit. Nous pouvons voir également que l'engagement des femmes améliore la biodiversité et son respect dans ces zones. Nous avons pu voir que des populations d'espèces menacées, vulnérables, comme les guiboacois, font augmenter. Ils étaient auparavant invisibles et depuis quelques années, eh bien, nous pouvons les entendre. De nombreuses de ces zones étaient dégradées, surtout à cause des conflits rampants. Donc, bien entendu, il y a ici un lien avec toute la conversation autour de la recherche de processus de paix. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. En tout cas, je vois que nous sommes confrontés à des défis similaires. Et je pense que nous pouvons vraiment voir des bénéfices importants dans le renforcement de la gestion des données et de l'accès de la part des communautés à ces données. Alors, je crois qu'il ne me reste plus que quelques minutes, pardon. Donc, simplement ajouter que le manque de ressources humaines reste une contrainte importante qui est liée au manque de financement. Car ces recherches ont besoin de personnes, de chercheurs et chercheuses. Cela prend beaucoup de temps. Et donc, c'est ce que nous partageons à la fin de notre rapport.
Il est important de construire donc un apprentissage par les pairs et de rappeler que lorsque les femmes sont intégrées, elles intègrent toute la communauté et elles font le lien entre les générations. Alors, nous sommes dans un contexte très incertain aujourd'hui, les financements sont incertains, donc cela aura bien entendu des impacts au niveau local. Et je pense que le renforcement de la collecte des données, le partage des histoires, des connaissances entre différents groupes de femmes, mais aussi autochtones, est tout à fait essentiel afin de renforcer l'effort collectif en faveur donc des droits fonciers, d'un environnement sain, entre autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lottie. Merci hein, d'avoir soulevé des angles de vue différents qui viennent compléter ce rapport. Tu as parlé donc du conflit, mais aussi de la construction de processus de paix. Tu as parlé donc des connaissances autochtones et voir comment nous pouvons euh, créer des bénéfices pour tout le monde lorsque les actions sont holistiques. Et je voudrais également maintenant donner la parole à Marina Lopez Stincal. Elle est point focal auprès du gouvernement du Guatemala et elle va parler hein, donc de l'importance des données concernant le genre. Donc merci beaucoup Marina d'être ici avec nous ce matin. La parole est à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que l'on m'entend bien. Oui, parfait, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie hein, de partager avec vous aujourd'hui sur un thème qui est très important. Alors, ici au Guatemala, il est 6h30 du matin, mais en tout cas, c'est un plaisir hein, de pouvoir partager nos expériences qui, sans aucun doute, permettent de mieux comprendre le travail qui est fait dans différentes parties du monde concernant la gestion des données, ce qui est un thème tout à fait essentiel. Alors, je voulais vous parler un peu de comment nous travaillons ici au Guatemala et je crois qu'il est important de reconnaître que ce rapport qui est lancé aujourd'hui hein, nous permet tout d'abord de définir avec précision le lien avec les initiatives qui existent déjà et celles qui euh, sont en cours de construction. Et nous voyons hein, donc les défis qui émergent en cours de route. Et je pense que c'est important de créer plus d'union au lieu de multiplier nos efforts afin de véritablement atteindre des transformations profondes. Alors, je voulais vous parler de ma participation à notre espace. Je fais partie du Conseil national des aires protégées, CONAP, qui est un organisme directeur de la conservation, de l'utilisation durable de la diversité biologique dans les aires protégées du Guatemala. Et son influence s'étend également sur les eaux territoriales. Alors, ce conseil commence à introduire une approche holistique euh, les autres intervenantes en ont parlé, hein. Cela est tout à fait nécessaire dans les instruments de gestion, que ce soit les différents plans, stratégies, politiques et autres initiatives concernant l'élaboration de normes. Il est important d'avoir ce cadre de travail, hein, cette approche holistique, c'est-à-dire que nous parlons des personnes, mais aussi de leurs liens, de leurs droits en termes de participation à cette gestion pour que nous puissions contribuer au développement intégral de la société dont nous faisons hein, forcément partie.
Et nous pourrons ainsi garantir aux générations actuelles et futures les biens et services naturels afin que ces générations puissent vivre dans un monde où ces services écosystémiques sont respectés et assurés. Donc, comme point de départ, pour l'intégration de la perspective de genre, eh bien, le CONAP a créé une structure organisationnelle en son sein qui s'appelle l'unité genre afin de promouvoir le processus d'institutionnalisation des acteurs en faveur du genre, tout en tenant compte de la pertinence culturelle. Alors, tout d'abord, nous avons créé, afin d'améliorer ces efforts, une unité donc holistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui est en charge de cette unité. Il est important que toute, toute cette structure assume la question de genre. Cela doit être un axe transversal. Parce qu'il est nécessaire d'avoir un regard horizontal. Nous devons bien comprendre que ce ne sont pas des institutions, mais des personnes qui sont en lien avec la biodiversité. Et pas seulement des personnes d'une certaine catégorie ou d'un certain âge. Au Guatemala, il y a un grand nombre de communautés linguistiques, par exemple. Donc, il est important d'avoir cette perspective. Alors, quel est notre objectif là-dessus? Eh bien, contribuer au développement intégral des femmes selon leurs compétences. Donc, l'unité genre du CONAP a organisé différents types de plaidoyers pour que ces instruments qui relient les institutions aux actions concrètes en faveur de la biodiversité puissent faire un travail collectif. On ne peut pas parler d'un usage durable si on ne prend pas en compte toutes les personnes, tous les secteurs pour créer une véritable gestion. Alors, quel est le premier instrument qui a été utilisé par l'unité genre? Eh bien, ce fut l'élaboration d'une stratégie d'équité de genre de pertinence culturelle, afin que cet instrument soit une mesure spécifique afin de motiver la participation des femmes dans les différentes activités mises en œuvre dans les aires protégées et leurs zones d'influence. Un autre intérêt, bien entendu, est la conservation, car ce n'est pas que les aires protégées qui proposent de protéger la biodiversité. Cela se fait dans le pays entier avec d'autres formes, d'autres instruments qui doivent être reconnus. Et l'adoption donc de la perspective de droit de la CDB nous a permis de nous emparer de ce thème et d'intégrer les droits également dans la conservation de la diversité biologique. Et enfin, donc les conclusions de ce rapport, eh bien, tout à fait, tout d'abord, je me suis sentie vraiment identifiée avec ces conclusions. Je pense qu'au niveau global, nous faisons des efforts significatifs et similaires. Donc, pour véritablement avoir ces données probantes qui montrent que nous sommes sur le bon chemin. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces données soient prises en compte, car nous générons, nous produisons ces données, mais il est important qu'elles soient prises en compte pour la formulation des politiques publiques, les stratégies politiques, et faire en sorte que ces données probantes qui sont déjà générées par les communautés, les hommes, les femmes, dans différents contextes, soient enfin prises en compte. Nous ne pouvons pas être seulement des numéros, des statistiques. Il est important que nous soyons à la base de la construction des connaissances et montrer que les connaissances des femmes, des hommes sont tout à fait légitimes dans le travail de conservation de la biodiversité.
Cela nous permet donc vraiment d'avoir une réflexion profonde et critique et de comprendre que les situations des femmes sont très similaires dans le monde entier et que grâce à ces rapports, ces données, nous puissions faire entendre notre voix. Nous devons également redéfinir le travail depuis les institutions et renforcer également le travail depuis les réseaux nationaux. C'est encore un défi qui va nous demander beaucoup d'efforts. Alors, dans le cas du Guatemala, tous les efforts qui sont faits ici avec le CONAP au sein de l'unité genre euh, ont pu faire progresser le développement intégral des femmes guatémaltèques. Les femmes sont 51,5% de la population selon le dernier recensement et une grande partie sont autochtones. Donc ce sont des données tout à fait essentielles pour continuer à garantir et à promouvoir des actions d'autonomisation afin de réaliser une participation véritablement intégrale à tous les niveaux de la prise de décision. Nous ne souhaitons pas seulement être prises en compte, non, nous souhaitons avoir une influence. Nous ne sommes pas des actrices passives et nous souhaiterions vraiment que ces rapports deviennent de véritables instruments pour montrer que oui, nous sommes bénéficiaires, mais nous devons également gérer et prendre les décisions sur la biodiversité et que les efforts que nous faisons au niveau global soient pris en compte à tous les niveaux. C'est également une manière de montrer que nous sommes à l'origine d'un plan de visibilisation. Alors, cela doit permettre aux femmes de montrer le travail qu'elles font pour protéger, pour conserver tout ce que la Terre-Mère nous offre. Car la planète Terre est au féminin, car la Terre nous donne l'aliment, la médecine, nos habits, tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et nous avons tenté de créer des liens avec le plan d'action genre, parce que depuis que je suis donc point focal genre auprès du Guatemala, j'ai fait l'effort de relier, de créer des connexions entre tous les instruments de travail au travers donc de la cible 23. Alors, quels sont les alors, chère Marina, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais il est important que vous puissiez conclure car nous touchons à la fin de ce webinaire. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelles sont les implications pour le futur? Eh bien, cela nous permettra d'avoir une gouvernance plus cohérente, plus durable et de renforcer donc la transparence et la responsabilisation. Et ce que je souhaite souligner ici, eh bien, c'est que donc depuis l'unité genre, nous promouvons une politique de participation sociale pour assurer que ces données aient des visages. Parce que c'est cela qui va nous permettre de mettre en œuvre des actions spécifiques avec différentes populations afin de contribuer de manière cohérente au développement et à la gestion efficace de la biodiversité. Donc voilà ma contribution et merci encore de votre invitation à cet espace si intéressant. Merci beaucoup, chère Marina, et encore désolée de l'interruption. Dans tous les cas, si vous avez plus d'expérience à partager, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans le chat car il y a eu de nombreuses demandes et questions concernant ces questions. Et je vais donc terminer en espagnol et je voudrais donner la parole à notre collègue Karen Wong Pérez qui va nous donner quelques indications concernant les prochaines étapes de notre collaboration. Merci encore, Karen, pour tout.
Merci beaucoup, Amélia. Je vais, pour ma part, continuer en anglais. Alors, merci beaucoup. Nous avons entendu des exemples hein, très intéressants et essentiels pour donc en lien à ce rapport. Et nous voyons hein, que ces données sensibles au genre sont déjà largement prises en compte. Et l'objectif de ce rapport avec le caucus des femmes n'est pas seulement produire un rapport. Depuis le tout début, ce rapport est inscrit dans un processus à beaucoup plus long terme afin de créer un échange de connaissances ainsi que une formation par les pairs. J'ai vu dans le chat certaines questions concernant le rapport et les prochaines étapes. Eh bien, la prochaine étape sera un voyage hein, d'apprentissage par les pairs qui va être développé de manière collective avec le caucus des femmes, l'IED, et certains membres du réseau du caucus, afin de répondre aux besoins et aux intérêts euh, des organisations qui ont participé à l'étude. Donc, c'est un projet formel qui va réunir des organisations de femmes, de communautés, des pratiquants de la biodiversité afin de partager des expériences, des méthodes et de renforcer la production et l'utilisation des données qui intègrent le genre. Comme vous avez pu le voir, de nombreuses organisations développent déjà des instruments afin de créer des synergies entre genre et biodiversité. Et comme il a été noté euh, plus tôt, hein, les agents, les acteurs sont déjà largement engagés dans la production de ces données. Il est important de créer des espaces où les organisations de femmes et les organisations communautaires puissent partager de manière active. Nous aurons une série de sessions entre avril et juin avec des organisations qui travaillent au niveau local et national, surtout donc des organisations qui travaillent avec des peuples autochtones, des afrodescendants et des communautés locales. Donc, toutes les personnes ici présentes à cet appel recevront plus d'informations sur ce processus, comment s'enregistrer. Vous aurez jusqu'à fin mars pour exprimer votre intérêt. Nous aurons ensuite mi-avril une session d'orientation afin que les participantes puissent se connaître et nous créerons donc un fonds pour cet espace collaboratif d'apprentissage. Il y aura ensuite 3 modules thématiques sur différentes étapes de la création de données. Nous allons explorer différentes manières de réunir des données donc en lien avec la biodiversité. Nous aurons donc un module 1 euh, sur la collecte, par exemple, de données, ensuite sur la gestion et l'analyse des données, sur comment faire cette analyse intersectionnelle qui tienne en compte le genre. Nous aurons également une session donc, de clôture en juin. Pour moi, donc, un des résultats les plus intéressants, c'est donc la collecte d'outils de méthodes concernant donc, les données liées au genre et à la biodiversité. Ces contributions seront donc collectées et donc reprises dans un rapport qui donc produira de nombreux outils, méthodes pour donc promouvoir ce travail dans toutes les régions. Nous souhaitons lancer ce guide très bientôt.
Et je terminerai donc cette session en vous disant que nous souhaitons que ce processus reflète la diversité des expériences et que donc toutes les organisations, personnes intéressées à nous rejoindre, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Nous allons partager plus de détails. Voilà. Donc, c'est la dernière slide. Donc, pour célébrer le lancement officiel de ce rapport, nous allons le partager avec vous et vous recevrez donc toutes les étapes du processus si vous êtes intéressé à nous rejoindre. Ce rapport est disponible en anglais, en espagnol, en français et nous vous invitons à rejoindre les prochaines étapes pour donc continuer ce processus ensemble. Donc, merci encore, merci au Caucus des femmes. Cela a été un honneur de créer ce rêve ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à l'étude. Merci encore à l'UNEP et merci à toutes les interprètes d'aujourd'hui. Et merci encore à vous d'avoir pris le temps d'être ici. Et continuons donc ce travail collectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et donc voilà, nous allons donc terminer cette session. Merci encore.